Heidegger et la mort. Depuis l'Ecclésiaste, on sait que le sage meurt aussi bien que le fou. Mais la différence entre les deux, c'est que le sage voudrait bien mourir. Il voudrait trouver la bonne manière d'affronter la mort. Et sa réponse variera selon la façon dont il se représente ce qu'est la mort pour l'homme. Est-elle un passage ou une fin, une apparence ou une réalité, etc. C'est ce double souci, l'un descriptif, qu'est-ce donc que la mort pour nous? L'autre normatif, comment nous comporter à son égard? C'est ce double souci qui définit le champ dans lequel la philosophie a toujours pensé la mort. Heidegger n'échappe pas à cette loi, mais sa singularité tient à deux traits. D'une part, il prétend se régler sur le phénomène de l'être mortel, donc ne pas être du tout normatif, mais exclusivement descriptif. Et tout le problème sera de savoir s'il y parvient, c'est-à-dire s'il tient ses promesses. D'autre part et surtout, s'il s'emploie à redéfinir à la fois ce qu'est la mort pour nous et ce que peuvent être nos attitudes à son égard, c'est sur le fondement d'une autre redéfinition préalable, une redéfinition de ce qu'est l'homme lui-même, une mise en lumière de ce qui constitue sa spécificité par rapport au monde naturel en général. C'est donc de là qu'il faut partir, et ce sera mon premier point, l'existence. On sait généralement que Heidegger a pour projet de renouveler à la lumière de la phénoménologie l'antique question de l'être. Cela signifie qu'il se propose de considérer et de décrire la manière d'être de tout ce qui est, de ce qu'il nomme l'étant, sa manière de se tenir dans la présence, de se donner à nous. Et son intuition capitale, qui donne le branle à l'ensemble de sa méditation, c'est que les étangs ont plusieurs manières d'être, irréductibles les unes aux autres. Or, la philosophie, depuis son origine et tout au long de son histoire, n'a retenu qu'une seule d'entre elles et l'a indûment élargie à l'ensemble des étangs. Concrètement, elle a pris pour modèle l'étang naturel, la chose, et elle a supposé que tout ce qui est reposait en soi à la manière des choses, ce qu'elle a unifié sous le nom de substance. Or, aux yeux de Heidegger, la substance n'est nullement l'être de l'étang, mais seulement la thématisation de l'une de ses manières d'être. Cette manière d'être, il propose de la désigner du nom de Vorhandenheit, être présent là devant, être subsistant. Sa caractéristique, c'est de se donner à nous comme une présence constante et compacte, d'être identique à soi, de pouvoir être contemplé et décrit. Et de fait, c'est bien là le mode de présence de la chose naturelle, pour autant qu'on en fait un objet de connaissance. Mettons le pommier dans le jardin ou le cendrier sur la table. Mais l'homme a une toute autre manière d'être. Une manière d'être non pas seulement différente, mais presque opposée. Il n'est pas subsistant. Il ne coïncide pas avec lui-même. Il est à distance de soi-même comme à distance des choses, et il doit se rapporter aux choses comme à soi. Cette autre manière d'être, caractéristique de cet état très spécifique qu'est l'homme, Heidegger la désigne du nom d'existence, en écrivant le mot avec EK pour indiquer l'acte d'arrachement, de sortie hors d'eux, comme dans l'idée d'extase. Subsister, c'est reposer en soi, dans une sorte de compacité. Exister,
c'est être d'emblée hors de soi et donc condamné à n'être que comme un rapport à soi. Une fois définis ces deux modes d'être irréductibles l'un à l'autre, que sont la subsistance et l'existence, Heidegger s'emploie à dégager les déterminations de l'existence en prenant bien soin de ne pas les confondre avec celles de la subsistance, même lorsqu'elles semblent obéir à la même règle. L'homme, le Dasein, dit Heidegger, peut être dans la pièce, mais il n'est pas dans la pièce comme l'eau est dans le verre, ni même comme le lézard est dans l'herbe. Et ce sont ces différences qu'il s'agit de dégager. C'est ce qu'il s'emploie à faire tout au long de la première section d'Être et Temps, dans laquelle je ne m'engagerai évidemment pas ici. Je rappellerai simplement à quoi elle aboutit. On a dit que la subsistance était une coïncidence avec soi, tandis que l'existence était un rapport à soi. Quelles en sont les conséquences? La toute première d'entre elles, c'est que l'homme est le seul étant pour lequel le fait d'être, et d'être ceci ou cela, n'est pas un état déjà donné, mais une tâche à accomplir. Ce que Heidegger traduit en affirmant qu'il a à être. Son être lui est remis et il doit le prendre en charge. La seconde conséquence, c'est que cette prise en charge s'effectuera de façon à chaque fois singulière. C'est tout le thème de la mienneté de l'existence, le fait qu'elle ne puisse s'accomplir qu'en première personne. Puisque l'homme entretient un rapport avec son être, il peut s'y rapporter de différentes manières selon plusieurs possibilités. D'où la troisième conséquence, son être est indissociable d'un pouvoir-être. À tout instant, il doit opter pour des possibles qui décideront de son existence. Il doit donc constamment se projeter hors de ce qu'il a été vers ce qu'il projette d'être. Ce qui conduit Heidegger à affirmer qu'il a pour structure directrice l'être en avant de soi. C'est cette structure conquise, que j'ai rappelée très rapidement, évidemment trop rapidement, c'est cette structure conquise au terme de la première section d'Être et Temps qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre le rapport de l'homme à la mort sur lequel s'ouvre la deuxième section d'Être et Temps. D'où mon second point, que j'intitulerai, en reprenant une expression de Heidegger, le concept existentiel de la mort. Alors, l'expression peut vous paraître obscure. En fait, elle vise simplement à répondre à la question suivante: qu'est-ce donc que la mort pour un être qui existe? Le point essentiel, c'est que l'homme entretient un rapport avec sa propre mort, tandis que l'être vivant biologique n'entretient aucun rapport avec son propre terme. Il n'y a donc aucune commune mesure entre le mourir, sterben en allemand, d'un être humain et le périr, verenden, d'un animal. Tous deux sont des modalités du finir, mais la fin d'un être vivant est une limite externe qui met un terme à sa vie. La fin d'un existant lui appartient dès l'origine, puisque par définition, il est en avant de soi. Cette fin étant inhérente à son existence, la mort n'est ni un fait ni un événement, elle n'a rien d'un accident qui surviendrait dans le cours d'une vie, elle est, dit Heidegger, une possibilité permanente de l'existant. L'être là, le Dasein, existe sous la menace constante et l'imminence du ne plus être là, nicht mehr Dasein. La perspective du ne plus être là appartient donc dès l'origine à sa manière d'être là, elle en est indissociable. Elle constitue l'une de ses possibilités, et même sa possibilité la plus propre, puisque nul ne peut mourir à ma place,
et elle réclame à ce titre d'être réintégrée dans la définition même de l'existence. Remarquons au passage que cette idée selon laquelle l'homme porte sa mort en lui comme sa possibilité la plus intime, cette idée était déjà présente chez un auteur que Heidegger a beaucoup lu et qu'il a même commenté, mais curieusement, sans vraiment faire référence à son approche de la mort, Rilke. C'est Rilke, dans le livre de la pauvreté et de la mort, ou encore dans les cahiers de Malte, c'est Rilke qui, pour la première fois, me semble-t-il, a dessiné cette perspective, et il l'a fait avec une force incomparable. Alors, si vous le permettez, je voudrais citer quelques fragments, parce que les vers de Rilke donnent une épaisseur ou une résonance au concept de Heidegger. Voici la prière qu'il formule dans le livre de la pauvreté et de la mort. Je cite dans la très belle traduction Adamov. Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. Et quiconque dans sa vie s'efforce de créer, enclôt ce fruit d'un univers qui tour à tour le gèle et le réchauffe. Et voici la suite de la prière. Fait qu'il lui soit permis de veiller jusqu'à l'heure où il enfantera sa propre mort, plein d'échos comme un grand jardin, comme un voyageur qui revient de très loin. Toi qui peux tout, fais-nous connaître enfin l'homme dans sa vérité, l'homme qui porte en lui sa propre mort, montre-nous le chemin qui mène à lui et délivre-nous des mains acharnées à sa perte. Fin de la citation de Rilke. C'est tout cela que Heidegger a sans doute à l'esprit et qu'il théorise, peut-être abusivement, la question reste ouverte, en définissant l'homme comme un être pour la mort. Ceci constituera le troisième temps de mon analyse. Avant de nous y engager, remarquons qu'il importe de distinguer ce nouveau temps du précédent parce qu'ils ne répondent pas à la même question. Dans le développement qu'on vient de suivre, il s'agissait, je l'ai dit, de répondre à la question « Qu'est-ce que la mort pour un être qui existe ?» Et Heidegger y répondait en proposant un concept existentiel de la mort. À présent, il s'agit de répondre à la question « Qu'est-ce que l'existence pour un être qui doit mourir ?» Et Heidegger va y répondre en définissant l'existence comme un être pour la mort. Ce sera donc mon troisième point. Il faut d'abord s'arrêter sur le sens de l'expression allemande « Sein zum Tod », qui n'est rendue adéquatement par aucune des traductions françaises. Il ne s'agit à proprement parler ni d'un être pour la mort au sens d'une finalité, ni d'un être vers la mort, comme l'a proposé l'un des traducteurs, au sens d'un cheminement. À s'en tenir au seul registre sémantique, le dessous du Sein zum Tode signifie que l'homme est en relation à sa mort. C'est en tout cas ce que souligne Heidegger. Je le cite, « Le ne pas encore extrême », manière compliquée de dire la mort, le ne pas encore extrême a le caractère de quelque chose vis-à-vis de quoi le Dasein se comporte ou à quoi il se rapporte. Wozu das Dasein sich verhält. Fin de citation. Dire que l'existant est un être pour la mort signifie donc simplement, en un premier sens au moins, qu'il entretient un rapport avec sa propre mort, comme d'ailleurs avec son être, à la différence des étangs simplement vivants, qui sont sans rapport à leur être et qui en conséquence n'ont pas non plus de rapport à leur fin, laquelle intervient simplement pour les interrompre. Mais en un second sens, ce rapport à la mort, caractéristique de l'existant, en vient à définir l'existence
la notion d'être pour la mort nous fait passer presque insensiblement d'une certaine définition de ce qu'est la mort pour l'existant, c'est le concept existentiel, à une définition de l'existence par la mort. Alors comment s'effectue? Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est un petit peu... il y a une différence entre le fait de dire si j'existe, alors la mort aura-t-elle sens pour moi, et puis le fait de dire que mon existence a pour sens la mort. C'est quand même pas la même affirmation. Comment s'effectue l'articulation entre ces deux versions de la même expression? Par l'extension donnée à l'idée de possibilité. En effet, la mort n'est pas seulement une possibilité parmi d'autres de l'existant, elle est sa possibilité la plus propre, absolue, extrême, indépassable, insigne. Tous ces qualificatifs sont employés par Heidegger. Or, puisque cette existence se définit par ses possibilités, il est fondamentalement un pouvoir-être, toujours en avant de soi, alors sa possibilité la plus propre définira aussi de façon essentielle son être propre. Et c'est parce que cet être est pour la mort qu'il ne se révèle dans toute sa nudité que dans l'angoisse. Avant de passer à un nouveau palier de l'analyse, et pour pouvoir le faire, il faut rappeler deux distinctions qui traversent tout être étant. D'abord, la distinction de l'existentiel et de l'existential. Sera qualifié d'existentiel un choix de vie qui peut différer selon le projet de chacun. Sera reconnu comme un existentiel la structure d'être commune qui est au fondement de tous ces choix. Un existentiel laisse donc place à plusieurs possibilités existentielles. Par exemple, l'être au monde, le fait d'être au monde, est un existentiel. L'existant, le Dasein, n'est pas un sujet fermé sur lui-même, il est d'emblée en rapport à un monde qui s'ouvre en même temps que lui. Ça, c'est incontournable. Mais le fait d'être pris par le monde, de s'identifier aux choses au point d'oublier sa propre spécificité, ça, c'est une détermination existentielle. Il ne s'agit que de l'une des modalités possibles de l'être au monde, à côté d'autres modalités que Heidegger s'emploiera à dégager. De même, l'être avec autrui est un existentiel. L'existant, le Dasein, n'est pas un sujet isolé, il est toujours déjà en rapport à d'autres existants, son être-là est d'emblée un être avec. Ça, c'est incontournable. Mais le fait d'être pris par les autres, absorbé et comme dissous en eux, c'est une détermination existentielle. Ce n'est que l'une des modalités possibles de l'être avec autrui. Bref, c'était des exemples. L'existentiel est une structure incontournable qui définit l'existence comme telle. L'existentiel est une possibilité choisie par l'existant, c'est-à-dire la possibilité d'habiter de telle ou telle manière la structure en question. Alors, à la lumière de ces explications terminologiques, revenons à la mort. L'être pour la mort, tel qu'il a été ressaisi dans mes développements précédents, c'est-à-dire ce qu'est la mort pour l'homme et ce qu'est l'homme compte tenu de sa mortalité, l'être pour la mort était un existentiel, en tout cas selon Heidegger. Mais il reste ensuite à montrer comment cette structure existentielle se voit conjuguée dans l'ordre existentiel, ou pour le dire en termes très simples, quels sont les comportements possibles de l'homme à l'égard de la mort. Cette mort dont on vient de préciser le sens général, le sens existentiel. Et pour en rendre compte, excusez-moi de multiplier
les difficultés, mais on ne peut pas faire autrement. Pour en rendre compte, il convient de faire intervenir une autre distinction qui, elle, est intérieure au champ de l'existentiel et qui en structure les choix, la distinction du propre et de l'impropre, ou selon une autre traduction longtemps en usage, de l'authentique et de l'inauthentique. Alors de quoi s'agit-il? L'homme, nous l'avons vu, a un être propre ou spécifique, que nous avons nommé existence, par lequel il se distingue de tous les autres états. Mais il conserve le choix de sa manière d'exister. Il peut exister conformément à son être, il peut exister comme un existant, si vous voulez, ou bien d'une manière non conforme à cet être, comme s'il était dans le monde à la manière des autres états, comme s'il n'était pas un existant. Ainsi, ces possibilités d'existence se laissent structurer selon un axe dominant, soit assumer résolument son être propre, soit s'en détourner et le fuir. La première possibilité caractérisera l'existence dite authentique, eigentlich, la seconde, l'existence inauthentique, uneigentlich. Toutes les dimensions de l'existence sont traversées par ce partage. Je peux entretenir un rapport impropre, inauthentique, à moi-même, aux autres, au monde, à l'espace, au temps, etc. Et je peux entretenir un rapport authentique à tout cela. Or, non seulement le rapport que l'homme entretient avec la mort n'échappe pas à un tel partage, mais peut-être est-ce lui qui décide de ce partage, qui en constitue le fondement. D'où le soin mis par Heidegger à décrire les deux comportements possibles de l'homme face à la mort. Heidegger s'emploie à décrire très minutieusement ces deux comportements, dont l'un est le négatif de l'autre. Le premier est à l'œuvre dans la quotidienneté. C'est donc celui dans lequel nous nous tenons, comme dit Heidegger, de prime abord et le plus souvent. Heidegger a montré dans les chapitres précédents d'Être et Temps que le sujet de l'existence quotidienne, de l'existence pratique quotidienne, n'était pas le soi, mais un sujet impersonnel et neutre qu'il nomme le on. Le on, c'est l'être là ou l'existant, mais en tant qu'il est fondamentalement sous l'emprise des autres. Il ne s'est pas encore séparé, singularisé. Il n'a pas émergé comme un jeu. Alors on pourrait dire que le fait d'être ainsi pris dans la masse indifférenciée du on, soumis à ce que Heidegger nomme sa dictature, on pourrait dire que cela interdit à l'homme d'être un existant singulier. C'est vrai, mais ça reste insuffisant et ce n'est pas le plus intéressant. Il faut dire que cette dictature du on le dispense d'être un existant singulier. Elle le dispense de choisir et de décider par lui-même. On touche ici à la principale fonction du on, décharger l'existant de lui-même, le délester du poids de son être. On a dit dès le début que l'existant a à être. Il doit assumer sa manière d'exister. Eh bien, c'est précisément ce dont le on lui permet de faire l'économie. Il lui permet de faire l'économie de son être, puisqu'il n'a plus à décider de cet être et à choisir son existence. Elle lui est, pour ainsi dire, prédonnée, ou il fait comme si elle lui était prédonnée. Bref, non seulement la caractéristique du on est qu'il est fondamentalement détourné de son être propre, mais il n'est un on que pour se détourner de soi. On me suit. Dès lors, comment le on
se rapportera-t-il à la mort et d'abord à la sienne propre? Ne pouvant en endurer l'angoisse, il fera tout pour se rassurer. Et il y parviendra en usant de plusieurs subterfuges. D'abord, il se dissimule son être pour la mort, la définition de ce qu'il est comme être pour la mort, en réinterprétant, c'est-à-dire en travestissant, le sens même de la mort. Au lieu de reconnaître en elle une possibilité sienne, il la considère comme un accident, un événement qui intervient dans le cours du monde. Ensuite, il admet que cet événement concernera un jour chacun d'entre nous, mais il joue aussi bien sur le un jour que sur le chacun, en faisant en sorte que le un jour se dilue en jamais et que le chacun se dilue en personne. Un jour, bien sûr, mais ni aujourd'hui ni demain, ce qui permet au on de vivre comme si la mort pouvait être perpétuellement différée, au lieu de la reconnaître comme perpétuellement imminente, c'est-à-dire possible à tout instant. Et chacun, bien sûr, la rencontrera. On sait bien que l'on meurt. Mais ce savoir aussi bien que ce mourir sont ceux du on. Ce qui me permet de vivre comme si je pouvais être épargné par ce qui, arrivant à tout le monde, n'arrive proprement à personne. L'équivoque consiste à ne pas savoir ce que par ailleurs on sait, en s'arrangeant pour ne pas être concerné soi-même par ceux dont on reconnaît pourtant que cela concerne tout le monde. On en trouve une belle illustration dans ce texte, à bien des égards fondateur pour la question qui nous occupe, qu'est la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Ivan Ilitch découvre, dans la stupeur et l'épouvante, qu'il va mourir, alors qu'il le savait pourtant, comme nous tous, depuis toujours. Et il mesure alors l'abîme qui sépare le nous tous du moi-je. Cet abîme se découvre à lui lorsqu'il repense au syllogisme qu'il avait appris dans son manuel de logique. Tous les hommes sont mortels, or Caius est un homme. C'est pas Socrate en Russie apparemment. Tous les hommes sont mortels, or Caius est un homme, donc Caius est mortel. Voici ce qu'écrit Tolstoï. Ce raisonnement lui paraissait exact s'il s'agissait de Caius, mais non pas de sa propre personne. C'était Caius, un homme en général, et il devait mourir. Mais lui n'est pas Caius. Il n'est pas un homme en général. Il est à part, tout à fait à part des autres êtres. Il était Vania avec sa maman et son papa, avec Mitya et Volodia, avec sa bonne, avec le cocher. Et Tolstoï poursuit par le monologue intérieur d'Ivan Ilitch. Caius est en effet mortel, et il est juste qu'il meure. Mais moi, Vania, Ivan Ilitch, c'est tout autre chose. Et il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop affreux. Si je devais mourir comme Caius, je le saurais bien. Ma voix intérieure me le dirait. Mais elle ne me dit jamais rien de tel. Moi et tous mes amis, nous comprenions bien que nous étions très différents de Caius. Et voilà que maintenant, fin de citation, voilà que maintenant l'équivoque se dissipe et ne permet plus à Ivan Ilitch de se protéger, de se rassurer. On a vu avec Heidegger comment le on se rassure à propos de la mort. D'une part, en recouvrant son sens et en le travestissant, d'autre part, et en conséquence, en adoptant à son égard un comportement caractérisé par le recul, l'esquive et la fuite. Et c'est évidemment pour mieux fuir la mort qu'il a commencé par la travestir. Il faut même aller plus loin et remonter plus haut. C'est pour fuir la mort qu'il est devenu un on, ou qu'il est resté tel. C'est à la lumière de la fuite du on devant la mort qu'on peut comprendre rétroactivement pourquoi il a choisi d'être un on. On comprend en effet maintenant que si le on s'employait
à se détourner de son être propre, ce qui avait été vu dans les chapitres précédents d'être étant, c'est précisément parce que cet être est pour la mort, vérité que l'on éprouve et dont il témoigne, mais sans l'assumer. Le rapport inauthentique à la mort apparaît ainsi, je l'avais indiqué dès le départ, comme le fondement de l'existence inauthentique en général. De ce fait, semble-t-il, on peut envisager qu'un rapport authentique à la mort, s'il s'avérait praticable, donnerait sa concrétion, comme dit Heidegger, à une existence elle-même authentique et pourrait servir de fondement à cette existence enfin revenue sur elle-même et assumant sa vérité. Alors, un tel rapport authentique à la mort est-il possible? Sans s'engager formellement sur ce point, Heidegger s'emploie à en préciser les modalités ou les conditions. Or, vous allez le voir, ces conditions consistent à assumer en mode positif ce que le on ne révélait que négativement et par le déni. Se rapporter authentiquement à la mort, ce serait refuser le recul, l'esquive et la fuite au profit du mouvement radicalement inverse consistant à se tourner vers. Puisque le concept existentiel de la mort a révélé que celle-ci était fondamentalement une possibilité, alors il s'agit de la soutenir comme possibilité sans la travestir. Alors comment y parvenir? Comment la soutenir comme possibilité? Non pas en la réalisant, puisque ça serait la faire disparaître, non pas en y pensant sans cesse ou en la méditant, puisque ce serait chercher à se l'approprier, et pas même sur le mode de l'attente, qui est toujours attente d'une réalisation. On ne laissera à la mort son caractère de pure possibilité qu'en se projetant constamment vers elle. C'est cette structure que Heidegger nomme, une expression un peu étrange, le devancement dans la possibilité, Vorlaufen in die Möglichkeit. Elle consiste à aller au-devant de la mort, à se tenir sous son horizon et à en assumer l'angoisse. J'ai suivi jusqu'ici les analyses de Heidegger, en présentant d'abord ce qu'est la mort pour l'homme, du fait qu'il est un existant, ensuite les deux attitudes qu'il peut adopter à son égard. D'un côté, je ne veux pas savoir que je suis mortel, de l'autre, je m'éprouve comme tel dans l'angoisse et je vis sous la menace constante du mourir dont je m'emploie à soutenir l'imminence. Les hommes se partagent ainsi entre ceux qui ont peur de la mort, donc qui s'en détournent et la fuient, et ceux qui ont le courage de l'affronter, donc qui en endurent l'approche et qui s'avancent vers elle dans l'anticipation. Or, ce partage est problématique, me semble problématique. Je doute qu'il soit ce qu'il prétend être, à savoir une description phénoménologiquement neutre. Il me semble, mais ça peut être ouvert à la discussion, il me semble que l'analyse de Heidegger comporte plusieurs décisions qui ne découlent pas nécessairement des principes posés au départ et par lesquels il s'écarte du phénomène ou des phénomènes qu'il se proposait de décrire. D'où un dernier point plus critique où je m'attacherai à repérer les décisions en question et à les interroger. J'en retiendrai principalement deux. La première décision est d'ordre axiologique, c'est-à-dire qu'elle implique une évaluation. Heidegger insiste sur le fait que, je le cite, son analyse ontologique n'anticipe aucune prise de position existentielle à l'égard de la mort. Il ne dit pas mon analyse ontologique, dit-il, notre analyse ontologique n'anticipe aucune prise de position existentielle à l'égard de la mort. Et donc il insiste sur le fait qu'il ne s'agit nullement pour lui de prescrire
tel ou tel comportement devant la mort. Il est difficile, toutefois, de ne pas déceler dans les descriptions qu'il donne des deux comportements possibles face à la mort, de ne pas y déceler l'empreinte de ses propres options, à la fois philosophiques et personnelles, peut-être même politiques. Affirmer comme il le fait que, je cite, « le on interdit au courage de l'angoisse de la mort de se faire jour », je répète, le on interdit au courage de l'angoisse de la mort de se faire jour, affirmer cela, ce n'est pas se borner à décrire une attitude, c'est juger cette attitude à l'aune d'une échelle de valeurs, courage contre lâcheté, qu'on ne sait pas employer à justifier. La meilleure confirmation en est donnée dans les toutes dernières lignes du chapitre. Elles sont écrites presque entièrement en italique et comportent même, chose beaucoup plus rare dans l'ouvrage, des majuscules, et elles ont toute l'allure d'une proclamation, c'est-à-dire d'un engagement personnel qui s'affirme hautement, tout en prétendant en même temps, vous allez le voir, n'être que le résumé d'une analyse phénoménologique. Alors il vaut la peine de citer ce passage étonnant et relativement célèbre, je coupe certains mots pour simplifier. Il est maintenant possible de résumer ainsi notre caractérisation de l'être pour la mort authentique, de point. Le devancement transporte le Dasein devant la possibilité d'être lui-même, mais lui-même dans la liberté pour la mort, en majuscule, l'expression liberté pour la mort, mais lui-même dans la liberté pour la mort, passionné, délié des illusions du on, certaine d'elle-même et angoissée. Alors cette déclaration elle-même passionnée est aussitôt suivie par une précision qui se veut méthodologique, mais dont le caractère de dénégation est peu contestable, je cite, « Notre projet existentiel du devancement a laissé, pour ainsi dire, le Dasein se projeter lui-même vers cette possibilité sans lui représenter ou lui imposer de l'extérieur un idéal concret d'existence. » Alors il me semble qu'il est un peu difficile d'accorder crédit à Heidegger sur ce dernier point. De toute façon, un certain jugement de valeur est déjà impliqué, qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue ou non, est déjà impliqué dans la distinction générale de l'authentique et de l'inauthentique. Appliqué à la question de la mort, ce jugement ne vient pas simplement se surajouter à la description des phénomènes, il l'oriente dès l'origine, il en prescrit la teneur, de sorte que ce n'est pas à la lumière de la structure existentielle de l'existence que Heidegger décrit les possibles choix existentiels, c'est plutôt sa propre option existentielle qu'il projette sur l'existentiel. Cela a été remarqué par de nombreux interprètes, spécialement par Ricoeur dans Temps et Récit. J'ajouterai une remarque. En posant une alternative tranchée, fuite ou devancement, peur ou courage, Heidegger n'accorde aucune place à d'autres attitudes possibles face à la mort qui ne sont ni de fuite ni de devancement et qui ne se laissent pas enfermer dans cette alternative. On peut en effet, me semble-t-il, on peut en effet se reconnaître mortel, assumer sa finitude, ne pas chercher à la travestir, à la fuir ou à s'en détourner, tout en choisissant de s'avancer résolument vers un tout autre horizon que celui de la mort. Heidegger semble avoir fait sien ce cri de Rimbaud dans Une saison en enfer, comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d'aimer la mort. Alors on conviendra qu'un tel cri ne manque pas de panache, surtout sous la plume d'un poète de 18 ans. Mais Heidegger en déduit que si l'on n'aime pas la mort, alors c'est nécessairement qu'on la redoute et qu'on la fuit. C'est en ce point
qu'il referme l'éventail des possibilités au lieu de l'ouvrir. On peut n'avoir nullement peur de la mort sans pour autant l'aimer. Ou si l'on veut s'en tenir strictement au terme de Heidegger, parce qu'il n'emploie pas le terme aimer la mort, on peut ne pratiquer ni le recul ni l'esquive sans pour autant revendiquer une liberté pour la mort. Ma première réserve à l'égard de l'analyse heideggerienne est donc qu'elle recèle une évaluation implicite qui n'est pas reconnue par Heidegger, qui est même explicitement déniée par lui. Ma seconde réserve, c'est que cette évaluation est discutable. En effet, définir l'existence comme un être pour la mort, c'est dire, on l'a vu, que l'existant trouve dans la mort sa possibilité la plus propre, et que c'est donc en la soutenant comme possibilité dans le mouvement du devancement qu'il assume enfin son être au lieu de s'en détourner comme il le fait habituellement. Le fait de se maintenir dans l'horizon ou sous l'horizon de la mort est donc non seulement le critère du rapport authentique à la mort, mais, je l'ai dit, le fondement de l'existence authentique en général. Je ne me ressaisis moi-même en mon être propre qu'en allant au-devant de la mort dans une angoisse assumée. Ce que je ne peux faire, le moment est venu de le souligner, ce que je ne peux faire que dans la solitude la plus radicale. Car l'angoisse comme la mort, dont elle est la révélation, isole radicalement. Elle me coupe la parole, me détourne des choses du monde, m'arrache à l'être avec autrui. Alors certes, Heidegger, dans cette construction très complexe qu'est être étant, Heidegger a montré le caractère structurellement incontournable du rapport aux choses et du rapport aux autres, et même à un certain moment de l'itinéraire, dans la première section, il s'est employé à définir ce que pourrait être un rapport authentique à autrui, sous le nom de sollicitude. Mais ce qu'il établit au début de la seconde section, dans ce chapitre sur la mort qu'on a un petit peu suivi, ce qu'il établit au début de la seconde section rend parfaitement aporétique ce qu'il avait voulu préserver dans la première section. Entre ces deux moments de l'œuvre règne une tension irrésolue et à mon avis insoluble. Si c'est bien la mort, je vais essayer de rendre audible cette tension, si c'est bien la mort qui est la garante, la seule garante de la vérité de mon être, alors autrui ne peut pas être partie prenante de cette vérité, il ne peut au contraire que m'en détourner. Et dans cette mesure, il ne saurait exister d'être l'un avec l'autre authentique, même si Heidegger s'efforce par ailleurs d'en assurer la possibilité, dans la première section. Mais si on affirme que c'est seulement par la mort que j'atteins ma vérité, autrui n'y a pas sa place. Et donc il n'y a pas d'authenticité du rapport avec autrui. En conclusion, excusez-moi, je suis un peu longue, enfin, en conclusion, je dirais que Heidegger a eu l'immense mérite, à mes yeux, d'arracher la question de la mort au seul registre de la vie pour la resituer dans celui de l'existence. Le mérite aussi, peut-être, de cesser de la considérer comme un événement ponctuel pour la reconnaître comme une possibilité toujours ouverte. Mais, comme je l'ai indiqué au cours de ce propos, entre définir ce qu'est la mort pour l'homme et définir l'homme par la mort, il y a un abîme. La première définition qui établit la définition de la mort pour un être qui existe, cette définition peut s'autoriser du phénomène qu'il s'agissait de considérer, c'est-à-dire le mourir en tant que celui-ci n'est pas réductible au périr. Heidegger est donc fondé à la présenter comme un existential, une structure qui définit, qui caractérise toute existence comme telle. En revanche, la seconde définition, qui établit la signification de l'existence comme être pour la mort, ne constitue pas le prolongement naturel
de la première. Elle repose sur une décision qui n'a plus rien de phénoménologique. Elle procède d'un choix existentiel de Heidegger, indûment présenté comme un existentiel. En termes clairs, il présente comme seul conforme à notre être ce qui n'est au fond que sa propre option. L'option pour une existence héroïque, fondamentalement solitaire, qui n'a besoin de rien ni de personne pour atteindre sa propre vérité. C'est là un choix dont on peut assurément admirer la grandeur, mais dont on peut aussi déplorer la pauvreté en dernière instance. Voilà, je m'en tiendrai là. Est-ce qu'on peut parler d'un point de vue philosophique? Est-ce qu'on peut parler de point de vue philosophique de l'obsolescence programmée des êtres humains? La mesure, quand on parle de l'obsolescence programmée des objets, au vu de ce qu'on respire, au vu de ce qu'on mange, au vu des rythmes de vie de la majorité des personnes, notamment les personnes qui meurent au travail dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est ma première question par rapport à l'obsolescence programmée de l'être humain d'un point de vue philosophique. Je n'ose pas imaginer, quoique, qu'il y ait des personnes qui décident de la mort d'autres, mais bon, ça je doute un peu. Second point, pourquoi avoir peur de la mort à la mesure où on ne sait toujours pas ce que c'est? Et troisième point, pourquoi est-ce que la mort ne serait pas une dernière expérience à vivre d'un point de vue philosophique? Alors, concernant la première question sur l'obsolescence programmée de l'être humain, soit on l'entend de manière large, à savoir que l'être humain est génétiquement programmé pour mourir, et ça s'appelle la finitude. Donc ça, tout le monde est bien d'accord pour reconnaître comme caractéristique de l'homme qu'il est voué à la finitude. Par contre, j'ai l'impression qu'au sens plus étroit, ou plus historique, votre question porte sur le fait qu'aujourd'hui, il y aurait une obsolescence programmée, au sens où les objets techniques sont programmés. Alors là-dessus, est-ce que c'est une question philosophique? C'est pas sûr, le contraire n'est pas sûr non plus. Parce qu'en un sens, le fait que la société puisse programmer la mort d'hommes qu'elle traite comme des moyens, au fond, pour obtenir ceci ou cela, en un sens, ça ne concerne pas, ça ne joue pas sur cette ontologie de la mort, sur le sens de la mort de façon générale pour l'homme. Donc, en ce sens, ça ne serait pas une question philosophique. Mais en même temps, par exemple, Heidegger a réfléchi, et a été l'un des premiers à réfléchir de cette manière-là, à l'impact de la technique et au fait que la technique change notre rapport au monde, à nous-mêmes, à l'être, etc., etc. De ce fait, votre question sur l'obsolescence programmée pourrait probablement, mais il faudrait voir à quelles conditions, être traitée comme une question philosophique, mais pas ontologique, enfin, c'est pas sur le sens de la mort. La seconde question, oui, vous disiez pourquoi est-ce qu'on en a peur? Parce qu'on ne sait, puisqu'on de toute façon on ne sait pas ce qu'elle est. Mais au fond, peu importe, premièrement, peu importe qu'on sache ce qu'elle est ou pas, puisque la peur de la mort ne dépend pas de la réalité, enfin de la définition qu'on donnera de la mort, il y a un au-delà ou il n'y a pas d'au-delà, etc. Et non seulement elle n'en dépend pas, mais en plus c'est précisément le fait de ne pas savoir ce qu'elle est qui fait le plus peur. On ne sait pas si elle est un passage ou une fin, on ne sait pas si elle est la meilleure chose ou la pire, on ne sait pas si elle ouvre sur l'éternité ou sur le néant, etc. Et c'est bien pour ça qu'on en a peur. Et enfin, la troisième question, c'est celle qui appelle la réponse la plus facile. Quand vous dites est-ce que la mort ne serait pas une dernière expérience à vivre, tous les philosophes, enfin depuis Épicure,
ont insisté sur le fait que, et pas seulement les philosophes, que justement de la mort on ne fait pas l'expérience. C'est peut-être même la seule chose dont on ne puisse pas faire l'expérience, puisque on ne s'éprouve pas mourir ou mourir. Enfin, on ne peut pas vivre la mort. On peut vivre son anticipation sous la forme de la peur ou de tout ce qu'on voudra. On peut parler de la mort des autres. On ne peut pas vivre sa propre mort. Elle ne peut pas faire l'objet d'une expérience. Donc, elle n'est pas une dernière expérience. Ma dernière expérience, c'est celle de juste une minute avant. Elisabeth Kubler-Ross la présente comme une dernière expérience. Ah bon. Alors, oui. J'ai une question par rapport à l'option qu'a pris Heidegger. Vous avez parlé donc de la solitude et cela entraînerait cette option, le manque d'authenticité dans les rapports humains. Or, je ne suis pas du tout une spécialiste philosophe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, puisqu'on partage tous, être humain, cette même angoisse, et donc ça crée une relation entre nous, authentique. Enfin, Heidegger. Je pense. Donc pourquoi, où j'ai mal compris, Non, vous n'avez pas mal compris. Voilà, c'est un argument qui a été avancé, voilà, mais auquel Heidegger répond. Effectivement, on a tous la même angoisse, mais on ne la partage pas. Elle ne nous rapproche pas. On peut avoir tous une même angoisse, tout en étant chacun, justement, compte tenu de la nature de cette angoisse, tout en étant chacun isolé face à elle. Ça ne se partage pas, de même que la mort. Je peux tenir la main du mourant jusqu'au dernier moment, mais je ne l'accompagnerai pas. La mort ne peut pas se partager, et bien l'angoisse non plus. Même si on l'a tous ensemble, elle isole chacun sur lui-même. En tout cas, c'est la réponse de Heidegger. On peut en imaginer d'autres. Hein. Et donc, pour bien... comme l'angoisse est une chose au fond positive, elle est dans la perspective de Heidegger, puisqu'elle est l'occasion d'une révélation de notre être dans sa nudité qui en général nous est cachée, pour bien vivre cette angoisse, ou simplement pour la vivre, il faut que je ne me laisse pas absorber, il faut que j'ai rompu les liens avec le monde et avec les autres. Merci beaucoup pour cet exposé très cristallin. Je repartirai de la fin quand vous avez dit qu'il y a la possibilité d'un autre horizon que la mort, tout en reconnaissant qu'on puisse être mortel. Est-ce que c'est, au fur et à mesure de votre exposé, vous restituez le climat de l'anthropologie sur l'ontologie, parce que tout le début, en suivant Heidegger, on avait l'impression d'une subordination de l'anthropologie à l'ontologie. Est-ce que finalement, en reparlant d'autrui à la fin et des différentes options possibles en reconnaissant qu'on est mortel, vous ne redonniez pas quelques droits à l'anthropologie? Alors c'est sans m'en rendre compte. Parce que pourquoi est-ce que le fait, mais peut-être que je comprends mal ce que vous appelez anthropologie, pourquoi est-ce que le fait de réintégrer le rapport à autrui serait nécessairement synonyme de passage à l'anthropologie? Effectivement, ce que j'ai fait de manière un peu fourbe, c'est que je n'ai pas parlé, j'ai voulu d'abord exposer la position de Heidegger, et c'est à la fin seulement que j'ai indiqué un élément impliqué par cette position, élément qui me semble irrecevable, enfin qui me semble la problématiser, disons. Bon, ça d'accord. Maintenant, en quoi le fait de considérer le rapport à autrui, quelle que soit la manière dont on le considère, que ce soit pour affirmer le caractère fondamental de l'être avec autrui, ou que ce soit pour affirmer que
pour en venir finalement à montrer que cet être avec autrui nous détourne en quelque manière de l'ultime vérité, j'ai l'impression, les deux affirmations sont chez Heidegger, et j'ai l'impression que dans les deux cas, on reste dans ce qu'il nomme ontologie. Enfin... Merci beaucoup, Marlène. Je voulais te demander, parce que là, on s'est concentré évidemment de temps, mais on s'est concentré surtout sur Simon Side. Je voulais te demander si tes deux réserves à la fin, sur la distinction entre authentique et inauthentique qui est brouillée, et sur le rapport à l'autre, le rapport aux autres, je voulais te demander si, à ton avis, ces deux réserves se maintiennent dans la pensée ultérieure de Heidegger, notamment dans le rapport qu'il établit parfois entre la mort et la technique, et où il me semble que les déterminations qu'il esquisse dans la traitant, le périr, le mourir, sont tout aussi semblables quand il engage toute sa réflexion sur la technique, alors que la technique, c'est justement un des motifs du tournant, c'est-à-dire un des motifs où la différence ontologique est elle-même problématisée. C'est-à-dire que l'action de la technique provient de cette idée que la technique est de l'être et non pas une déchéance hors de l'être, mais elle provient de l'être. Alors je voulais savoir si, selon toi, la question des deux réserves, est-ce qu'elles se maintiennent chez le second Heidegger à partir de la question de la technique, c'est ça? Évidemment, c'est en rapport avec sa phrase terrible sur... Ils ne peuvent pas mourir. Ils peuvent pas mourir. Oui. Qui a été indûment, enfin qui a été très très mal interprété, de manière scandaleuse. Mais enfin bon, j'ai pas réfléchi, je m'en suis tenue, je voulais m'en tenir à Simon Side, à être étant, je ne me suis pas posé la question pour le second Heidegger. Je crois que ces deux réserves, je ne sais pas si on peut les maintenir ou pas, mais en tout cas, elles cessent d'être pertinentes ou d'être... elles sont déphasées par rapport au second Heidegger. Parce que la distinction de l'authentique et de l'inauthentique que je remets en question, elle n'existe que dans les traitants. Donc, demander si ça s'applique au second Heidegger, non, ça ne s'applique pas, quoi. Même si on doit pouvoir trouver des équivalences ou des homologies chez le second Heidegger, mais non, ça ne s'applique pas. Et et la seconde réserve sur autrui, il faudrait y réfléchir. Non, il faudrait se donner les moyens de répondre. Je ne peux pas y répondre comme